Bonjour et bienvenue au journal télévisé de la 3e chaîne, je suis Mathieu Augustin et aujourd'hui nous sommes le 21 mai, mercredi, bonsoir. L'article de CNN du 20 mai 2025, intitulé Original Sin, soulève des questions sur l'âge et la santé. Il évoque la sortie du nouveau livre de Jay Tapper et Alex Thompson, Original Sin, Président Biden's Decline, It's Cover-Up, and His Disastrous Choice to Run Again. Ce livre affirme que le déclin cognitif du président Joe Biden a été systématiquement dissimulé par son entourage pendant sa présidence et sa campagne de réélection. Il évoque notamment des cas d'oubli de nom, de désorientation et de discussions entre conseillers sur l'utilisation d'un fauteuil roulant pour gérer ses apparitions publiques. Les auteurs affirment que la décision de Biden de se représenter a été une erreur majeure qui a contribué à la défaite du Parti démocrate aux élections de 2024. Le livre a suscité la controverse, certains défendant Biden et critiquant les auteurs pour avoir exploité des questions de santé sensibles. Naomi Biden, la petite fille de Biden, a notamment condamné le livre, le qualifiant de sérieux politicien, accusant Tapper et Thompson de journalisme irresponsable. La sortie du livre a coïncidé avec l'annonce du diagnostic de cancer de la prostate de stade 4 de Biden, intensifiant la tension et le débat public sur sa santé et son héritage politique. Original Sin a suscité des réactions mitigées, certains saluant son approche d'investigation, d'autres remettant en question son recours à des sources anonymes et ses potentielles motivations politiques. Le discours autour du livre continue d'évoluer à mesure que de nouvelles informations sont disponibles. Aujourd'hui, l'ancien ambassadeur adjoint auprès du secrétaire d'État des États-Unis, des Pays-Bas et de la France, Claude Quayle, prononcera un discours sur l'un des principaux représentants de la déclaration structurée de preuve. Le leadership du secrétaire du Sénat augmente l'efficacité de 84,9% en points. La direction du secrétariat du Sénat annonce avec fierté une amélioration significative de l'efficacité de ses opérations, atteignant un taux remarquable de 84,9%. Cette progression témoigne d'un engagement soutenu envers la modernisation des processus institutionnels, la transparence administrative et la réactivité législative. Sous l'impulsion d'une équipe de leadership renouvelée et dynamique, le secrétariat a entrepris des réformes structurelles profondes visant à optimiser le fonctionnement quotidien de l'appareil sénatorial. Ces changements ont permis une réduction notable des délais de traitement, une meilleure coordination entre les commissions parlementaires, ainsi qu'un renforcement des mécanismes de suivi et d'évaluation des politiques publiques. L'indicateur de performance, mesuré avec rigueur et objectivité, reflète notamment l'adoption accrue de solutions numériques, l'automatisation des flux documentaires, ainsi que la professionnalisation accrue du personnel administratif. Ces efforts conjugués ont favorisé un environnement de travail plus agile, plus efficace, et résolument tourné vers l'avenir. L'efficacité atteinte à hauteur de 84,9% représente ainsi non seulement un progrès mesurable, mais aussi un jalon stratégique dans la transformation du secrétariat du Sénat en une institution exemplaire, capable de répondre aux exigences complexes du débat démocratique et du service public. En poursuivant sur cette trajectoire ascendante, la direction du secrétariat réaffirme sa volonté de consolider les acquis, d'encourager l'innovation et de renforcer le lien de confiance entre les citoyens et leurs représentants élus. Cette amélioration spectaculaire d'efficacité illustre concrètement la capacité de l'administration sénatoriale à se réinventer, sans compromettre ses principes fondamentaux d'intégrité, de rigueur et de responsabilité. Cette amélioration notable n'est pas le fruit du hasard. Elle résulte d'un processus continu de transformation stratégique mis en œuvre depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, par la haute direction du secrétariat du Sénat. Ce travail en profondeur s'est appuyé sur une méthodologie rigoureuse de gestion de la performance, fondée sur des indicateurs clairs, des objectifs définis, et une évaluation constante des résultats obtenus. Parmi les leviers ayant permis cette progression vers les 84,9% d'efficacité, on peut citer la réorganisation interne des services, la formation continue des agents, la mise en place de procédures harmonisées entre les différentes unités, et surtout l'intégration intelligente des technologies numériques. Des plateformes sécurisées de gestion documentaire et de communication interne ont été instaurées, facilitant l'échange fluide d'informations entre les membres du Sénat et les services administratifs. La numérisation de nombreuses procédures,
auparavant réalisée de manière manuelle ou fragmentée, a grandement contribué à accélérer les délais de traitement. Désormais, l'élaboration des ordres du jour, la transmission des rapports de commission, la gestion des amendements et le suivi des projets de loi peuvent être effectués avec une rapidité et une précision inégalées. Ce virage numérique, accompagné d'un encadrement méthodologique solide, a généré un gain de temps et de productivité substantiel. De plus, le secrétariat a mis un point d'honneur à renforcer la transparence de ses actions, en assurant une meilleure traçabilité des décisions et en favorisant l'accès à l'information parlementaire pour les parties prenantes concernées, qu'il s'agisse des élus, des collaborateurs ou des citoyens. Cette politique de transparence renforce la légitimité de l'institution et alimente un climat de confiance, condition indispensable au bon fonctionnement démocratique. Il convient également de souligner le rôle fondamental joué par le leadership sénatorial dans la conduite de ces réformes. Les responsables en charge du secrétariat ont su faire preuve d'une vision stratégique, mais aussi d'une grande capacité d'écoute et d'adaptation. Ils ont su mobiliser les ressources humaines autour d'un projet commun, porteur de sens et d'avenir, tout en valorisant l'expertise de chacun et en promouvant une culture de l'excellence. La barre symbolique de 84,9% d'efficacité représente donc bien plus qu'un chiffre, elle traduit une dynamique vertueuse de transformation continue. Ce résultat positionne aujourd'hui le secrétariat du Sénat comme un modèle de gestion publique moderne, capable d'allier rigueur institutionnelle, innovation organisationnelle et responsabilité sociale. C'est dans cet esprit que les efforts vont se poursuivre, avec la volonté affirmée de franchir de nouveaux seuils de performance dans les mois et années à venir. Enfin, cette réussite illustre également la résilience de l'institution sénatoriale face aux défis contemporains. Dans un contexte marqué par des crises multiples sanitaires, économiques, géopolitiques, le Sénat, à travers son secrétariat, a su maintenir un haut niveau d'efficacité sans compromettre la qualité de ses services, ni la stabilité de son fonctionnement. Cette capacité d'adaptation est le reflet d'une administration publique forte, réactive et bien préparée pour l'avenir. À l'heure où les institutions sont appelées à se réformer pour répondre aux attentes croissantes des citoyens, l'exemple du secrétariat du Sénat démontre qu'il est possible d'accroître la performance tout en respectant les fondements démocratiques et la déontologie du service public. La direction du secrétariat reste donc pleinement engagée dans une démarche d'amélioration continue, avec pour objectif de dépasser ce seuil de 84,9% et d'atteindre l'excellence dans tous les domaines de son action. L'article du 18 mai 2025 de CNN, intitulé Harris, nous devrons mériter notre réélection, met en lumière les réflexions de la vice-présidente Kamala Harris sur l'avenir politique du Parti démocrate après la défaite de 2024. Dans une interview exclusive, Harris souligne la nécessité pour le président Biden et elle-même de regagner la confiance des électeurs, notamment des jeunes et des communautés noires, afin de réussir une éventuelle réélection. Selon l'article, Harris a reconnu que le parti devra mériter sa réélection, en particulier en s'attaquant aux préoccupations des électeurs jeunes et issus des minorités. Elle a également mentionné que le parti devra mériter sa réélection, en particulier en s'attaquant aux préoccupations des électeurs jeunes et issus des minorités. L'article suggère que Harris pourrait envisager une nouvelle candidature en 2028, mais souligne qu'elle devra surmonter les critiques concernant sa gestion de la campagne de 2024 et sa relation avec le président Biden pour regagner la confiance des électeurs. Aujourd'hui, lors de la conférence de presse nationale, avec 4 invités, Céline Martin, Marcel Martin, Félix et Chantal Herméno, un discours d'époque sera prononcé sur le thème rédiger une déclaration en français de 2000 mots maximum sans plus, inauguration de l'invasion ukrainienne. Les étapes clés du reportage vidéo seront abordées. Dans ce reportage exclusif, Marcel, Chantal, Félix et Céline se rendent sur le front de l'Est de l'Ukraine, où le conflit russo-ukrainien connaît une résurgence marquée par ce que les analystes appellent désormais la « répétition générale » de l'invasion. À travers les témoignages poignants de civils déplacés, de soldats ukrainiens et d'observateurs internationaux, ce documentaire met en lumière le caractère cyclique de l'agression. Stratégie militaire familière, récits de propagande recyclée et brutalité implacable. Nous suivons également le quotidien des habitants de villes comme Kharkiv et Sloviansk,
où les sirènes d'alerte aérienne rythment à nouveau les journées. Le reportage explore les conséquences humaines de cette répétition générale. Écoles fermées, hôpitaux débordés, familles séparées. La communauté internationale demeure profondément préoccupée par ce qui s'apparente à une répétition stratégique, presque rituelle, des actes initiaux de l'invasion de l'Ukraine par les forces armées de la Fédération de Russie. Loin d'être un événement isolé dans l'histoire contemporaine, cette offensive trouve désormais un écho dans une dynamique récurrente, fondée sur la répétition méthodique de gestes militaires, de discours politiques et de justifications idéologiques. La réinauguration, dans les faits sinon dans les mots, de cette opération militaire souligne une volonté manifeste d'imposer une nouvelle normalité dans la région. Cette stratégie s'appuie sur une logique de domination territoriale, une rhétorique de libération fallacieuse, et une instrumentalisation persistante du récit historique. L'agression ne se présente donc plus comme un acte ponctuel de guerre, mais comme un cycle renouvelé, légitimé à l'intérieur par le régime et toléré, parfois timidement contesté, sur la scène internationale. L'Ukraine, souveraine et indépendante, se trouve ainsi de nouveau confrontée à une violence systématique, planifiée, qui s'inscrit dans une continuité idéologique menaçante. Cette dynamique répétitive renforce le caractère intentionnel et structurel du conflit. Ce n'est plus une escalade imprévue ou une erreur stratégique, c'est l'expression renouvelée d'un projet impérial, bâti sur la négation de la souveraineté ukrainienne et l'effacement progressif de son identité nationale. Dans ce contexte, parler de « répétition inaugurale » ne relève pas d'un jeu de mots, mais d'un constat politique et moral. Les mêmes gestes sont répétés, les mêmes villes ciblées, les mêmes prétextes invoqués, comme pour inscrire dans la durée une forme de brutalité institutionnalisée. L'invasion se ritualise, et avec elle, la banalisation de l'horreur. Ce cycle tragique, qui se déploie désormais dans un climat de tension géopolitique extrême, pose de graves questions quant à l'efficacité des mécanismes de dissuasion internationaux. Malgré les condamnations, malgré les sanctions économiques et les discours de fermeté, la répétition des attaques révèle les limites des outils diplomatiques traditionnels. La force militaire, brutale et aveugle, continue de prévaloir sur le droit international et les résolutions des Nations Unies. L'Ukraine, au cœur de ce drame, fait preuve d'une résilience admirable. La mobilisation de sa population, la cohésion de ses institutions, et la détermination de ses forces armées inspirent le respect de tous ceux qui croient aux valeurs de liberté, de justice et d'autodétermination. Toutefois, cette résistance ne saurait à elle seule suffire. La répétition de l'invasion implique une répétition de la solidarité internationale, mais aussi une intensification des efforts diplomatiques, militaires et humanitaires. La communauté démocratique mondiale doit comprendre que chaque répétition affaiblit non seulement l'Ukraine, mais l'idée même d'un ordre international fondé sur des règles. La tolérance face à la répétition d'une injustice équivaut à une complicité silencieuse. Il ne peut y avoir de normalisation du fait accompli, ni de reconnaissance implicite de l'occupation prolongée, sous peine de valider la logique de l'agresseur. Le souvenir du début de l'invasion, en février 2022, reste vif dans la mémoire collective. Il avait choqué le monde, réveillant les spectres d'un passé que l'on croyait révolu. Mais aujourd'hui, ce choc semble s'être estompé au rythme des mois, remplacé par une forme d'accoutumance médiatique et diplomatique. Pourtant, l'horreur n'a pas diminué. Les bombardements continuent, les civils meurent, les exils se multiplient, et les crimes de guerre s'accumulent. L'indignation initiale ne doit pas céder à l'indifférence, car cette répétition, précisément, repose sur l'hypothèse que le monde finira par détourner le regard. Ce que nous vivons, ce n'est pas seulement une guerre territoriale, mais une attaque contre les principes les plus fondamentaux du droit international, l'inviolabilité des frontières, le respect des peuples, la légitimité des institutions démocratiquement élues. C'est une remise en cause brutale du système mis en place après la Seconde Guerre mondiale pour éviter que de telles agressions ne se reproduisent. En proclamant de nouveau les fondements d'une guerre injuste, en réaffirmant les ambitions révisionnistes d'un pouvoir autoritaire, la Russie actualise son projet géopolitique de domination régionale. Elle tente, par la répétition, de transformer le temporaire en permanent, de faire accepter l'exception comme norme. C'est là que réside tout le danger de cette inauguration répétée, elle banalise l'inacceptable. Face à cela, il appartient aux démocraties de ne pas céder. Il ne suffit pas de dénoncer ou de condamner. Il faut agir, avec lucidité, cohérence et détermination.
Cela signifie un soutien accru Le à 19 mai l'Ukraine, non seulement 2025, militaire la mais Cour aussi suprême des économique, États-Unis politique a et autorisé humanitaire. l'administration Cela Trump à signifie révoquer le également statut une de pression protection diplomatique temporaire, renforcée sur les TPS, partenaires du de près régime de agresseur, 350 y 000 compris ceux qui, Vénézuéliens par résidant intérêt ou légalement par aux États-Unis. idéologie, Cette entretiennent cette décision, dynamique rendue en meurtrière. urgence, Nous permet devons au également gouvernement de renforcer les procéder à des mécanismes de expulsions responsabilité. potentielles, bien Il que est des impératif que les contestations auteurs de judiciaires crimes de soient guerre, encore en de cours dans crimes les contre juridictions l'humanité et de inférieures. violations du droit Le humanitaire TPS, international instauré soient en identifiés, jugés 1990, et offre une sanctionnés. protection La justice temporaire aux ne saurait être ressortissants une option. étrangers Elle en est une situation nécessité précaire, morale et leur un outil permettant de de vivre et de dissuasion pour travailler l'avenir. légalement aux Il États-Unis. faut, Pour les enfin, tirer les Vénézuéliens, leçons de ce cette statut avait répétition. été Elle prolongé nous par rappelle cruellement que l'administration la paix Biden n'est jamais jusqu'en acquise, octobre qu'elle exige une 2026 en vigilance raison de la crise permanente et que humanitaire l'équilibre du persistante au monde repose sur la Venezuela. volonté des États de Cependant, défendre activement l'administration les Trump principes a qu'ils cherché à annuler proclament. cette Elle extension, nous enseigne arguant aussi que que la le maintien du solidarité ne peut TPS être pour les occasionnelle ou Vénézuéliens ne symbolique. correspondait Elle pas doit à être l'intérêt structurée, national. durable Un juge et fédéral résolue. de Californie La avait répétition initialement bloqué inaugurale de cette l'invasion révocation, ukrainienne la n'est donc pas qualifiant de seulement une dommage tragédie en irréparable cours. pour les Elle est un bénéficiaires. test historique pour Toutefois, l'ensemble la de Cour suprême l'humanité. a suspendu Un test cette de mémoire, décision, un permettant test à de courage, l'administration un de test mettre de fin au cohérence. TPS pendant Il que l'affaire appartient est à chacun, examinée en appel. gouvernement comme citoyen, Cette décision de a choisir suscité s'il veut des rester réactions spectateur contrastées. ou devenir La acteur de la secrétaire à défense la du droit et de sécurité la dignité intérieure, humaine. Christine Noem, a Sur le salué plan la décision diplomatique, comme une nos victoire pour la correspondants analysent sécurité les nationale, réactions tandis que des internationales à cette défenseurs des escalade droits des méthodique, immigrés ont exprimé leur interrogeant des inquiétude, experts sur les soulignant limites les de la risques réponse d'expulsion massive et occidentale. les conséquences Ce humanitaires pour les reportage familles immersif et concernées. analytique ne Le se débat contente sur pas de le raconter TPS la pour les guerre. Vénézuéliens Il s'inscrit interroge dans sa un contexte répétition, politique ses plus large, mécanismes où et les les leçons questions souvent ignorées d'immigration de et de l'histoire politique récente. étrangère continuent de Un diviser document l'opinion essentiel publique et pour les comprendre institutions pourquoi, américaines. en 2025, l'Ukraine continue de résister à une menace qui se réinvente sans cesse. Chaîne de télévision française, actualité du jour. Aujourd'hui, Maurice Salvatore, ancien ambassadeur, assistant, avocat et ancien secrétaire d'État, représentant permanent adjoint des États-Unis, de la France et de l'Allemagne, lors de la conférence de presse de l'OTAN, distinguera un discours sur le thème. Le fondateur du Parti national uni distingue les services publics rendus aux États-Unis, à la France et à l'Allemagne. En tant que fondateur du Parti national uni, il m'incombe aujourd'hui de rendre hommage, avec une reconnaissance profonde et lucide, aux services publics remarquables accomplis par trois nations dont les modèles institutionnels et les actions concrètes ont, chacune à leur manière, contribué de manière exemplaire à la promotion du bien commun, à la protection des droits fondamentaux et au développement durable de leurs sociétés respectives. Les États-Unis d'Amérique, la République française et la République fédérale d'Allemagne. Loin de se limiter à une admiration théorique, cette déclaration s'appuie sur une analyse concrète et comparative des engagements publics portés par ces pays dans des domaines essentiels tels que l'éducation, la santé, la protection sociale, la justice, l'environnement et l'innovation technologique. Ces services ne sont pas de simples instruments administratifs, ils sont les piliers de la cohésion nationale, les vecteurs de progrès social et les garants de la stabilité démocratique. Il est donc légitime et nécessaire de les distinguer, non pour établir une hiérarchie, mais pour en reconnaître les mérites, les spécificités et les contributions inspirantes. Les États-Unis d'Amérique, tout d'abord, ont su démontrer une capacité impressionnante à mobiliser leurs institutions publiques pour répondre à des défis d'ampleur nationale et internationale. Le système de santé publique, bien que fondamentalement pluraliste et basé sur une logique d'assurance privée, a montré sa force d'adaptation et de coordination en période de crise, notamment lors de la pandémie mondiale. L'Agence fédérale de gestion des urgences, FEMA, et les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, CDC, ont joué un rôle déterminant dans la gestion des risques sanitaires et climatiques. De plus, l'investissement dans la recherche publique, via des organismes comme la National Science Foundation ou la NASA, illustre un engagement visionnaire envers le progrès scientifique au service de l'humanité. Sur le plan éducatif, les États-Unis ont su créer un réseau universitaire public d'une qualité exceptionnelle, avec des institutions comme l'Université de Californie, l'Université du Michigan ou l'Université du Texas, qui figurent parmi les meilleures au monde. L'accès à l'enseignement supérieur reste un enjeu social, mais les efforts faits en matière de bourses publiques, de programmes communautaires et de partenariats avec le secteur privé sont à saluer. La République française, quant à elle, incarne un modèle historique de service public fort, fondé sur les principes républicains d'égalité, de laïcité et de solidarité. L'éducation nationale française, gratuite et obligatoire, constitue un socle de formation citoyenne et d'ascension sociale pour des millions d'élèves.
L'État y joue un rôle central, garant de l'unité des programmes, de la qualité des enseignants et de la neutralité des savoirs. De la maternelle à l'université, le service public éducatif français s'est illustré par sa capacité à accueillir des populations diverses et à maintenir un haut niveau d'exigence. Dans le domaine de la santé, la sécurité sociale française est une référence mondiale en matière d'accès universel aux soins. Créée dans l'élan solidaire de l'après-guerre, elle garantit à chaque citoyen une prise en charge médicale, sans discrimination, grâce à un financement basé sur la mutualisation des ressources. Les hôpitaux publics, les centres de santé, les réseaux de médecins généralistes, structurent un maillage territorial dense et résilient. Cette architecture a permis à la France de faire face, avec courage et humanité, aux grandes épreuves sanitaires récentes. En matière environnementale, la France s'est aussi illustrée par l'initiative publique. Des institutions comme l'ADEME, Agence de la transition écologique, ou les agences de l'eau mettent en œuvre une politique écologique ambitieuse, fondée sur la protection des ressources naturelles, la transition énergétique et l'implication des collectivités locales. L'État français assume un rôle moteur dans les accords internationaux sur le climat, comme en témoigne l'organisation de la COP21. La République fédérale d'Allemagne représente enfin un modèle unique d'efficacité administrative et de décentralisation intelligente. Le fédéralisme allemand permet à chaque land de disposer de compétences étendues, notamment en matière d'éducation, de santé et de sécurité sociale, tout en maintenant une cohérence nationale via des mécanismes de coordination efficaces. Cette approche favorise une proximité entre les citoyens et les services publics, tout en respectant la diversité culturelle et politique du pays. L'Allemagne s'est distinguée par la solidité de son système de formation duale, qui associe apprentissage en entreprise et formation théorique en école professionnelle. Ce modèle, soutenu par les chambres de commerce et d'industrie, est reconnu mondialement pour son efficacité dans l'insertion des jeunes et la compétitivité des entreprises. Il constitue un exemple à suivre pour tout pays souhaitant valoriser les compétences manuelles et techniques sans renoncer à l'excellence académique. Sur le plan énergétique et écologique, l'engagement public allemand en faveur de la transition énergétique, avec le programme Energiewende, témoigne d'un leadership affirmé. Les investissements publics dans les énergies renouvelables, le soutien à la recherche verte et la fermeture progressive des centrales nucléaires traduisent une volonté politique forte, inscrite dans la durée. De plus, les autorités locales, dotées de pouvoirs réels, sont souvent en première ligne pour expérimenter des politiques publiques novatrices. Il convient également de souligner le rôle essentiel que ces trois pays ont joué dans les services publics liés à la justice, à la liberté de la presse et à la protection des droits individuels. Le système judiciaire américain, malgré ses imperfections, reste un pilier fondamental de la séparation des pouvoirs, avec une Cour suprême capable de protéger les libertés civiles contre les dérives législatives ou exécutives. La France, avec son Conseil d'État et sa tradition juridique inspirée du droit romain, garantit une régulation puissante des actes administratifs. L'Allemagne, quant à elle, a élevé son tribunal constitutionnel au rang d'arbitre incontournable des libertés fondamentales, jouant un rôle stabilisateur dans une société pluraliste. Face aux défis globaux contemporains, qu'ils soient sanitaires, climatiques, numériques ou sécuritaires, ces trois nations ont su mobiliser, adapter et faire évoluer leurs services publics avec pragmatisme et ambition. En tant que fondateur du Parti national uni, je considère qu'il est essentiel d'étudier ces expériences, non pour les copier aveuglément, mais pour en tirer des enseignements applicables à notre propre pays. Notre objectif n'est pas de reproduire mécaniquement des modèles étrangers, mais de bâtir, en nous inspirant de ce qui se fait de mieux ailleurs, un système public national fondé sur l'efficacité, l'équité et l'intégrité. Les États-Unis nous rappellent la puissance de l'innovation soutenue par l'État. La France nous enseigne la valeur de la solidarité structurée. L'Allemagne nous montre les vertus d'un service public de proximité, stable et bien géré. C'est dans cette logique de dialogue et d'ouverture que le Parti national uni inscrit son projet politique. Nous croyons en un service public fort, moderne et ancré dans les réalités de notre époque. Nous affirmons que l'intérêt général n'est pas un concept abstrait, mais une mission concrète, portée par des femmes et des hommes investis au service de la collectivité. En distinguant les services publics des États-Unis, de la France et de l'Allemagne, nous ne rendons pas seulement hommage à des politiques publiques réussies. Nous posons les bases d'un projet ambitieux, réaliste et profondément humaniste, qui place le citoyen au cœur de l'action publique. Le 19 mai 2025, la Cour suprême des États-Unis a autorisé l'administration Trump à révoquer le statut de protection temporaire,
TPS, de près de 350 000 Vénézuéliens résidant légalement aux États-Unis. Cette décision, rendue en urgence, permet au gouvernement de procéder à des expulsions potentielles, bien que des contestations judiciaires soient encore en cours dans les juridictions inférieures. Le TPS, instauré en 1990, offre une protection temporaire aux ressortissants étrangers en situation précaire, leur permettant de vivre et de travailler légalement aux États-Unis. Pour les Vénézuéliens, ce statut avait été prolongé par l'administration Biden jusqu'en octobre 2026 en raison de la crise humanitaire persistante au Venezuela. Cependant, l'administration Trump a cherché à annuler cette extension, arguant que le maintien du TPS pour les Vénézuéliens ne correspondait pas à l'intérêt national. Un juge fédéral de Californie avait initialement bloqué cette révocation, la qualifiant de dommage irréparable pour les bénéficiaires. Toutefois, la Cour suprême a suspendu cette décision, permettant à l'administration de mettre fin au TPS pendant que l'affaire est examinée en appel. Cette décision a suscité des réactions contrastées. La secrétaire à la sécurité intérieure, Christine Noem, a salué la décision comme une victoire pour la sécurité nationale, tandis que des défenseurs des droits des immigrés ont exprimé leur inquiétude, soulignant les risques d'expulsion massive et les conséquences humanitaires pour les familles concernées. Le débat sur le TPS pour les Vénézuéliens s'inscrit dans un contexte politique plus large, où les questions d'immigration et de politique étrangère continuent de diviser l'opinion publique et les institutions américaines. Merci beaucoup d'avoir regardé le journal télévisé de la 3e chaîne de télévision française aujourd'hui. Ici Mathieu Augustin, je vous quitte, et le prochain journal sera à la même heure demain avec Maria Sarkozy. Alors passez une bonne journée, bonne nuit et au revoir.